Radio Rec, it's on air. Bonsoir et bienvenue dans Descartes en main, nouveau rendez-vous du jeudi soir sur Radio Rex succédant à Politiquement Incorrect. Et quoi de mieux que de recevoir pour inaugurer cette nouvelle formule des étudiants se spécialisant dans le domaine de la communication politique et publique. Alors que la présidentielle 2017 se dessine, que Trump, dont on s'offusquait de la communication, a été élu président des États-Unis, quelles analyses ont-ils à nous proposer ? Réseaux sociaux, journalistes, sondeurs, quelle est leur influence sur la communication aujourd'hui ? Ce sont quelques-unes des questions que nous leur poserons ce soir. Radio Rec, Descartes en main. présenté par Nicolas. Et ce soir, autour de la table, Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir Nico. Hugo également sera présent. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Voilà messieurs, mes fidèles acolytes. Et seront présents également deux invités, Nikita et Loïc. Bonsoir. 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 Allez, vos questions et réactions sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, n'hésitez pas, @Descartes en main, tout attaché. Allez, débutons tout de suite notre interview carte sur table. Et bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. La communication en politique aujourd'hui, état des lieux et évolution. Avec peut-être déjà nos deux invités, leur demander en quelques mots de nous dire quel est l'objectif de votre master en communication politique et publique à Créteil, c'est bien ça ? C'est ça. C'est ça. Alors si peut-être Nikita veut commencer. Pourquoi pas, oui. Honneur aux femmes. Notre master est censé nous faire devenir de grands communicants, enfin on l'espère, notamment en politique, et pourquoi pas devenir des futurs Gaspard Ganzer ou autres communicants, et pour cela on a plusieurs cours à la fois théoriques et pratiques, peut-être que... Alors Gaspard Ganzer qui est l'actuel directeur de la communication de François Hollande à l'Élysée. Voilà, à l'Élysée. C'est ça. Mais aussi, on peut retrouver des étudiants qui ont fait ce master dans des entreprises privées. Ça marche aussi très bien. Et dans d'autres domaines qui s'apparentent à de la politique, mais qui ne l'est pas vraiment, dans les associations ou dans tout ce qui est un peu projet à part. Mais effectivement, l'objectif central, c'est oui, d'être à la fin un communicant d'un élu ou d'une personne qui s'est fait élire par quelconque moyen à l'issue de ce master. Et quelle est peut-être la spécificité de ce master ? Qu'est-ce qui le ressort du lot par rapport à d'autres masters en communication et en communication politique ? Alors déjà, c'est un master en communication politique et publique aussi, et en France et en Europe, donc ça brasse un peu plus large que d'autres masters en communication. Voilà, et on va vraiment parler politique. Enfin, ça va être vraiment la communication pour la politique, et il n'y a pas énormément de masters en France. Il y a justement cet aspect européen qui est important, c'est qu'on peut, dans le contexte actuel, c'est aussi très intéressant de voir que notre politique est aussi liée à celle de l'Union européenne. Donc c'est aussi très intéressant d'aborder ces aspects en cours et pour plus tard pouvoir travailler au sein de structures plus internationales. Et concrètement, parce que c'est important quand même, les débouchés, où finissent les étudiants de ce master-là ? On a plusieurs débouchés. Après, le but ultime, c'est de devenir, par exemple, directeur de communication d'une mairie, admettons, par exemple, ou d'un parti. Au début, on va commencer comme petit communicant. Évidemment, on va pas de suite être directeur de communication d'une mairie, mais voilà. Le chargé de communication. Voilà, chargé de communication. Oui. De projet, oui. Alors, on va justement rentrer dans le vif du sujet avec différents thèmes ce soir. On va commencer peut-être par l'actualité immédiate. Nous sommes actuellement dans l'entre-deux tours dans la primaire de la droite et du centre. Hugo, on va parler des primaires et de la confiscation peut-être de la communication aujourd'hui par les grands appareils politiques, les grands partis. Le paysage politique a changé ces dernières années, notamment en France avec l'émergence des primaires. Les sondages jouent aussi un rôle avec leur omniprésence dans les médias. On va essayer de débroussailler un petit peu ce paysage. Oui, c'est vrai, les primaires, on les a découverts assez fortement. C'était un début quand même assez doux, mais à la 2011. Fois assez puissant avec la primaire à l'époque de la gauche, avec notamment le Parti Socialiste et le Parti Radical de gauche. Aujourd'hui, c'est pas l'UDI, mais les Républicains
et le parti chrétien-démocrate qui organise donc une primaire, on peut avoir l'impression que c'est une confiscation de la parole politique. C'est une question qui se pose notamment aussi avec, on y reviendra plus tard, toutes ces questions de prise de parole en public régies par le CSA, pardon. Comment vous voyez ça, vous, en tant que communicant, le fait que deux grands partis, en l'occurrence les Républicains et le Parti Socialiste, s'octroient la parole publique à un moment assez clé? Nikita. Vous voulez parler de l'utilisation de la communication, de leur image, leur manière de jouer avec la communication, par exemple, et le rôle même de cette primaire, de cette pré-campagne, je dirais, dans la prise de parole et donc dans la communication de parti. Ça va peut-être aussi être un peu une forme ils vont sonder aussi leurs électeurs en faisant une primaire, et ça va être... on sait, là on va bien se rendre compte que les sondages d'ailleurs n'ont pas vraiment de véracité, puisque ça va pas... Par exemple, là on mettait Juppé gagnant alors que pas du tout. Pour 2011 on mettait Hollande à 3%, et malgré tout il a gagné la primaire et ensuite la présidentielle. Donc il s'accapare mais après ça n'a pas vraiment d'incidence. Ça peut changer tout, quoi. En tout cas, on se rend compte aujourd'hui que ces primaires, c'est une nouveauté, et que les instituts sondages ont un petit peu du mal à les appréhender exactement, ou en tout cas dans les derniers jours seulement. Donc c'est vrai que c'était assez intéressant. Oui, Loïc. C'est vrai, tout à fait. Depuis le Brexit, donc quand l'Angleterre est sortie de l'Union européenne, on a remarqué qu'à partir de ce moment-là, les sondages ont tendance à donner faux quasiment toutes les élections, les grandes élections, qu'on parle du Brexit. On parle aussi actuellement de Donald Trump, comment ne pas l'évoquer, lui qui était donné perdant à chaque sondage et qui a réussi à gagner le poste de 45e président des États-Unis. Là, on parle de François Fillon, qui a quasiment doublé le score de Nicolas Sarkozy. Donc, véritable choc dans les médias et dans le métier de sondeur, qu'on commence de plus en plus à remettre en question. On se demande comment font-ils, est-ce que leurs sondages sont vraiment bien travaillés, et qu'est-ce qui ne va pas, quoi. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas pris trop confiance en les sondages finalement ces dernières années ? Je pense qu'ils ont aussi oublié de prendre en compte certains phénomènes. Par exemple, le fait que pour la primaire de la droite et du centre, au départ, on a pris en compte le fait on n'a pas pris en compte justement le fait que Sarkozy serait éliminé du premier coup. Et justement, les gens se sont peut-être rangés un peu derrière Alain Juppé pour contrer Nicolas Sarkozy, mais ils n'ont pas vu venir le coup de Fillon. Et du coup, évidemment, une fois Sarkozy éliminé, c'est Fillon évidemment qui récolte un peu tout le... Alors, on se rend compte aussi avec ces primaires qu'on est véritablement... on anticipe la communication liée au présidentiel. Avant, on s'y prenait justement à peu près à cette période-là. Là, ça fait facilement... alors, on parle de la présidentielle 2017 depuis l'élection de 2012 finalement, mais même depuis quelques mois maintenant, on parle concrètement de la présidentielle. Les candidats ici de la primaire de la droite et du centre ont eu l'occasion d'exprimer leur programme, leurs différences. Ça a été aussi le cas, c'est aussi le cas des futurs candidats de la primaire de la gauche également. On a les primaires écologistes qui sont les premières primaires, même si elles sont internes aux partis, qui ont pu être organisées en France, qui ont permis aussi de dégager un candidat. Ce système de primaire, aujourd'hui, il a un rôle dans la communication. Il apparaît il fait intervenir l'élection présidentielle de manière un peu plus concrète, de plus en plus tôt, non ? C'est vrai. Depuis les premières primaires, oui, tout à fait, du PS en 2011, on remarque que les partis ont plus tendance à prendre cette solution, qui soit plus représentative de leurs adhérents, que ce soit eux qui choisissent eux-mêmes leurs représentants et non pas des petits arrangements internes en disant oui, ce sera toi le représentant du parti, mais en échange tu me donneras un poste de ministre, nanana. Donc là c'est plus démocratique en quelque sorte, et on pense que oui, dans les années à venir, il y aura beaucoup plus de primaires qu'il n'y a pu avoir depuis le début de la Ve République.
Hugo, une question peut-être sur l'évolution aujourd'hui du système justement de campagne à l'aube de cette présidentielle. Oui, sur les primaires en elles-mêmes, n'est-ce pas quand même une opportunité pour vous en tant que communicant, dans le sens où chaque candidat a son directeur de la communication notamment? C'est sûr que ça multiplie les emplois et les postes. C'est toujours très intéressant de côtoyer un candidat à la primaire. Ça peut être une expérience très enrichissante. Plus que communiquer autour d'un parti ou d'autres. Le fait d'avoir des communicants très présents dans ces primaires met en avant notre master, donc notre future fonction, on l'espère. Et oui, c'est très intéressant de voir comment ça marche, comment c'est amené, qu'est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce qui au contraire mérite des améliorations, ou qu'est-ce qui ne va pas tout simplement. Mais justement, c'est pas plus difficile dans le cas d'une primaire où les idées quand même sont assez proches d'arriver à créer de faire émerger un candidat et de faire émerger cette ligne de fracture. C'est ça, il faut se démarquer par rapport aux autres, sachant qu'ils partent du principe qu'ils ont les mêmes idées. Bon, après, il y a quelques points de différence qu'on a pu voir dans les débats des primaires, c'est ce qui alimentait le débat en quelque sorte. Mais après, les idées des candidats vont aussi un devoir d'être communiquées, et c'est aussi le rôle du communicant à ce moment-là. Il va falloir jouer aussi sur leur image, justement, s'ils ont les mêmes idées, essayer de montrer leurs différences. Et là, ça va être le rôle du communicant aussi, de faire ressortir ce qui vraiment diffère des autres et ce qui prédomine chez le candidat et pourquoi ce candidat est plus susceptible de gagner qu'un autre. Et donc là, voilà, on va jouer sur plusieurs outils. Donc ça peut être à la fois le storytelling ou jouer sur après l'image de marque. Bah, ça va être les affiches, ça va être les petits jeux de noms. Par exemple, Alain Juppé, c'est Agi pour je sais plus, pour la France. Enfin, voilà, donc à Agi, on va jouer sur le nom. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça de com qui font que ça marque les esprits et voilà. Justement, la communication d'Alain Juppé est quand même assez exceptionnelle lors de ses primaires. On critiquait beaucoup par rapport à son âge, il a 72 ans, c'est assez âgé pour se présenter à une élection. Et lui, justement, il a essayé de déconstruire un peu ce personnage de Papy Juppé. Il voulait faire Jones. C'est ça, il voulait faire des Jones. On peut critiquer les limites, mais effectivement, il a tenté de mettre en valeur son côté jeune, enfin il a voulu, notamment on se souvient surtout du beer pong où il était une soirée étudiante en train de jeter des balles de ping-pong dans des bières avec une petite chemise à carreaux et puis aussi au niveau du vocabulaire il a essayé d'utiliser des mots qui parlent plus à la jeunesse et il tweet lui-même d'ailleurs Petit Journal nous l'a appris bon ça on peut remettre en question. Eh ben justement, puisqu'on parlait de tweets, on va s'intéresser maintenant au rôle que jouent les réseaux sociaux aujourd'hui sur la communication, l'émergence puis l'intégration des réseaux sociaux dans la vie politique et la communication de manière générale. Quel est leur rôle et leur utilité aujourd'hui ? Par exemple, Donald Trump, le nouveau président américain dont on a parlé, a dit qu'il avait gagné grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez peut-être analysé justement, cette campagne de Donald Trump dans vos cours ou pas encore ? Ou pas du tout? Alors non, on n'a pas analysé la campagne de Donald Trump en elle-même. Effectivement, on a beaucoup parlé en cours et on a vu pas mal d'articles défiler. Alors effectivement, Donald Trump, c'est l'utilisateur en chef de Twitter. Il tweet lui-même. Ses tweets sont très repris dans la presse américaine. Ils sont très débattus. Je m'en souviens d'un où il avait tweeté à 4h du matin quelque chose et avec une faute d'orthographe. Et ça avait fait la une des matinales le lendemain en disant oui, Donald Trump a dit ça, en plus vous avez vu, il s'est trompé, non, peut-être qu'il était un peu fatigué. Et effectivement, c'est une de ces armes de communication la plus utilisée. Et il semblerait que ça ait marché, même si les limites sont aussi présentes. C'est pas non plus ça qui l'a fait gagner. Ça touche un public pas si large que ça au final, les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il faut pas justement se baser que sur Twitter, Facebook. C'est plutôt un public assez jeune et assez politisé en général qui va aller sur Twitter ou Facebook sur les comptes politiques. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi avec... il faudrait aussi une communication plus à la télé aussi pour toucher les catégories socio-professionnelles un peu plus âgées.
Et c'est là-dessus d'ailleurs que Fillon, lui, a gagné pour la primaire, pour la première partie, puisque lui était justement beaucoup plus présent que les autres à la télé, dans les émissions politiques notamment, contrairement à Alain Juppé, qui lui était beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux. Donc après, est-ce que c'est peut-être pas justement une erreur C'est exactement ce qu'on a vu en cours il y a quelques jours avec notre enseignant Pierre-Emmanuel Guigaud. Il nous expliquait que oui, il y avait la plupart des votants à la primaire de la droite avaient plus de 50 ans. Et François Fillon a fait beaucoup de journaux télé, d'émissions de télé. Donc ces médias-là touchent beaucoup les personnes plus âgées, au contraire des jeunes. Et il semblerait que ça soit plus utile pour gagner une primaire, notamment une primaire de droite. Vaut mieux faire le magazine de la santé que Twitter finalement. C'est ça. Ça rejoint, je me permets Nico, ça rejoint, sans refaire l'élection de Trump, ça rejoint quand même cette question des sondages qui est apparue au début, à savoir que évidemment, c'est pas les réseaux sociaux qu'on fait l'élection de Trump, etc. Par contre, c'est l'utilisation qu'il en a faite, à savoir, bien évidemment, d'utiliser les réseaux sociaux, non pas pour avoir des mots assez jolis, assez fontaines, c'est vraiment pour être un peu dans le trash, si vous voulez. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire éviter les grandes vérités, les trucs un petit peu classiques, sortir du lot et avoir des propos qui d'ailleurs ont été repris par tous les mass médias pour dire, regardez, il a dit ça, etc. Et le fait est que si on est dans l'élection de Fillon-Juppé aussi, ça rejoint encore une fois la question des sondages, c'est-à-dire qu'il y a derrière ça, le fait que les sondages ne fonctionnent pas et que derrière, il y a des choses qu'on n'arrive pas à prévoir, comme l'élection de Trump, il y a cette idée qu'il y en a peut-être une espèce de ras-le-bol vis-à-vis, c'est peut-être une vérité toute simple à dire, mais il y a une espèce de ras-le-bol du journalisme en soi. D'ailleurs, il y a eu un article dans la presse qui est paru, pourquoi nous détestent-ils, en parlant des médias et en parlant des gens. Il y a quand même ce rejet un petit peu, cette méfiance vis-à-vis de la politique, cette défiance, et de l'autre côté, ce rejet un petit peu de ceux qui nous, comme disait Bourdieu, sont les faiseurs d'opinion, si on veut par là. Donc, à mon avis, il y a une prise de conscience qui est un peu générale et transatlantique, un peu outre-Atlantique, et ça se retrouve également. Marc, si j'étais un institut de sondage, je te contradierais en te disant que le retour de Trump, le retour de Fillon dans le jeu, voilà, chacun dans leur élection, est apparu dans les sondages, dans les derniers sondages avant les deux élections, que Trump se rapprochait dangereusement de Clinton, que dans certains sondages, quelques jours de l'élection, il était donné vainqueur, sur certains sondages bien sûr, pas tous. François Fillon faisait une remontée et on l'imaginait quand même au second tour, même si la surprise a été son score. Les instituts de sondage te diraient également que Alain Juppé a fait le score qui était attendu, d'après leurs estimations. Est-ce que finalement l'idée, c'est pas de faire trop de sondages trop tôt, là où les gens ne sont pas encore prêts à voter, et de leur poser des questions qui n'ont rien à voir. Mais voilà, quand on se rapproche de l'élection, les gens se sont fait une idée, et les sondages sont fiables. Et à 2-3 jours de l'élection, on a quand même une petite idée un peu plus près. Mais je suis pas sûr que justement l'élection se joue à une semaine. Je suis pas persuadé. Je pense qu'il y a quand même une ligne directrice qu'effectivement, alors les journalistes se défendent dans le cas de Fillon et de Juppé en disant que finalement... Je parle des instituts de sondage, pas des journalistes. Mais de fait, ce compris les sondages pour eux, on dit oui, on sait pas qu'on s'est trompé, c'est que ce mouvement n'était pas là il y a encore une semaine et du coup ça a apparu très tôt. Moi je pense que bien que les débats radio, télé peuvent influencer, ce qui est tout à fait logique, j'ai du mal à penser que d'un seul coup il peut y avoir ce revirement et que voilà, le principe du sondage, on pourrait faire des sondages sur une vérité propre. Là les gens peuvent changer d'avis, mentir aussi, c'est évident. Donc il y a trop de paramètres sur un échantillon qui est en plus souvent mal fait. Et puis rappelons que cette élection est un petit peu particulière puisqu'elle fait appel théoriquement aux gens plutôt de la droite et du centre, que n'importe qui peut y participer en donnant un don, et que voilà, c'est pas aussi fiable qu'un sondage qui serait réalisé sur la population à l'aube d'une présidentielle où tout le monde peut aller voter et où la participation est beaucoup plus massive que ce qu'il y avait bien sûr pour cette élection primaire de la droite et du centre, et en rappelant que les émissions précédant le vote ont fait quand même beaucoup de téléspectateurs, et donc ça peut quand même jouer un rôle bien sûr ces émissions. Hugo, revenons sur les réseaux sociaux finalement. N'est-ce pas ? Non, déjà rappeler quelques chiffres sur Twitter, parce que bon, ça peut avoir une aura limitée, mais il faut rappeler quand même que Barack Obama a presque 80 millions de followers, Donald Trump en a 16 millions, et le pape en a 10 millions, donc ça peut avoir quand même un aura, sachant que voilà, le pape notamment s'est mis à Twitter, je crois que c'était en 2015 ou au début de cette année, c'est assez récent. Ils ont des pseudos marrants d'ailleurs. Il s'appelle Pontifex. Ouais. Et sinon on peut suivre également POTUS,
POTUS, qui est donc le président des États-Unis, President of the United States, le compte officiel du président, comme on a Élysée en France. Voilà, lui, c'est 12 millions de spectateurs, 12 millions de followers, pardon. Et ce compte sera donc repris par Donald Trump au moment où il sera, où il deviendra officiellement président de la République des États-Unis. Donc, c'est-à-dire en janvier, il récupérera ses 12 millions de followers. Il va devoir abandonner son propre compte alors ? Non, pas du tout. Barack Obama jongle entre les deux. Il a d'un côté 80 millions et de l'autre 12 millions. Quoi qu'il en soit, ça fait pas mal de personnes. Voilà, ça pour les chiffres. Moi, là où je voulais vous emmener, c'est sur les autres réseaux sociaux. On voit que les politiques utilisent de plus en plus des réseaux un peu plus jeunes, un peu plus en images. Je veux bien parler de Snapchat, d'Instagram aussi. Comment vous le ressentez ? Comment vous ressentez ce bond vers les réseaux sociaux plus, je dirais, 16-25 ans ? C'est une vraie nouveauté. Aucune étude n'a été faite là-dessus. On tient juste à dire que le président Hollande est le seul sur Snapchat, je peux comprendre. Après, ils sont tous sur Instagram à plus ou moins présents. Il y en a beaucoup qui postent régulièrement, d'autres au contraire sont assez fantomatiques. Effectivement, ça touche une catégorie jeune, voire même très jeune. Il y a des followers qui n'ont pas l'âge de voter. Donc on peut se demander quels sont les effets, quelles sont les limites sur ces futurs électeurs. Je pense que c'est une bonne chose parce que les jeunes personnes n'ont pas forcément, comme nous, l'envie d'aller voir tous les médias, voir quels sont les derniers articles sur tel sujet. Donc c'est important pour eux qu'ils se sentent aussi concernés par la vie politique. C'est pas forcément... faut pas que ce soit évidemment trop impartial. L'idée, ce serait aussi que, par exemple, pour le compte du président de la République sur Snapchat, l'idée, ce serait qu'il puisse montrer quelque chose qui intéresserait ses followers, que surtout les plus jeunes, ce qu'on peut imaginer très présent sur Et ça serait quoi concrètement un truc qui pourrait intéresser les jeunes ? Je pense que le président fait aussi beaucoup de cérémonies, d'inauguration, et à mon avis, poster des stories sur Snapchat parlant de ces événements-là pourrait intéresser les jeunes. Puisqu'ils aiment la regarder, et puis ça peut... Plus rapide aussi, c'est moins barbant qu'une émission télé globale sur 1 heure ou 2, quoi. Là au moins tu zappes vite fait si t'as pas envie de voir. Et du coup, c'est ça, il y a une recherche de mobilisation des plus jeunes. Ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas du tout la cote avec les jeunes. Les jeunes ne votent plus, donc ils essayent par tous les moyens, et notamment par ce type de communication, de mobiliser des catégories plus jeunes. Justement, est-ce que les médias sociaux, les réseaux sociaux, peuvent être un moyen de mobiliser les jeunes et les moins jeunes à voter ? Effectivement, ça peut leur servir. Après, évidemment, c'est pas non plus l'outil qui va révolutionner et modifier le taux d'abstentéisme, mais électoral. L'abstention, pardon. Électorale, mais effectivement, après tout, pourquoi pas ? Si ça peut être un outil comme un autre, ils sont bien venus sur Twitter avec un peu de mal. Ils se sont faits, et au contraire, ils s'en sortent très bien. Du coup, pourquoi pas s'étendre sur différents réseaux sociaux ? Marc, question que je souhaite te poser. On entend ci et là parfois parler comme quoi les réseaux sociaux sont des outils de démocratie parce que tout le monde peut s'exprimer finalement, tout le monde a le droit à la parole. Bon, la démocratie, on sait ce que c'est le pouvoir au peuple. De là à faire une transition entre le pouvoir et le fait de simplement pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux, quel est ton point de vue sur cette question ? On le sait, aujourd'hui, n'importe qui peut finalement s'exprimer en public sur tous les sujets, là où avant ce n'était pas le cas. Je trouve ça bien, mais tu dis qu'il n'y a pas le filtre. Bon, il y a toujours une forme de filtre qui induit. Je veux dire qu'on voit très bien qu'il y a des propos qu'on ne sortirait pas sous peine de. C'est l'autocensure, le principe même est là. Alors, je ne prends pas position là-dessus, mais je remarque qu'effectivement, je suis assez satisfait qu'on puisse, par le biais d'Internet, parce que tu parlais des réseaux sociaux, mais j'extrapole en parlant d'Internet, je suis assez satisfait qu'on puisse parler un peu de tout. Et
À mon avis, le principal problème, c'est que avant, vous saviez, les affaires, dans la vieille tradition politique française, les affaires pouvaient être cachées. On a encore redécouvert récemment de Villepin qui était passé à On n'est pas couché. On l'a interrogé sur une affaire durant sa période de pouvoir, quand il était ministre notamment. Et il y a eu tout de suite un froid, c'est-à-dire que les informations commencent à sortir. Et aujourd'hui, on voit très bien que par le biais d'Internet et puis aussi des réseaux sociaux où l'information va très vite, il y a tout de suite une information qui peut sortir tout juste, alors que ça ne devait pas sortir effectivement. Mais je pense que donc comment dirais-je, le combat politique, la façon de faire de la politique change parce que justement les méthodes d'information changent et les méthodes de renseignement également. Et ça pose toute cette question de savoir, vous disiez, les réseaux sociaux peuvent être un outil pour les hommes politiques, pas que, j'espère au moins. Moi j'ajouterais simplement que je pense que si on prend en considération le fait qu'il y a un rejet, vous en avez parlé d'ailleurs, vous avez dit il y a un rejet de la politique, ils sont pas bien, les jeunes ne votent pas, etc. Je dirais même plus loin, les gens des fois votent mais sans croire. Et il y a aussi un vrai problème là-dessus. Et je pense que les politiques gagneraient justement à dire des choses peut-être plus mesurées, mais à les appliquer, que dire des choses totalement extravagantes, sur lesquelles on sait très bien que c'est pour combattre, on voit bien dans les primaires, c'est bien évident. Et moi, ni droite ni gauche, hein, c'est pas le propos, mais je considère qu'il faut pouvoir appliquer majoritairement ce qu'on dit. Nikita. Et justement, pour rebondir là-dessus, quand on interroge les gens, que ce soit dans la rue ou nos amis, nos familles, on se rend bien compte que les gens ne vont plus voter pour un programme, puisqu'ils pensent que le politique ne va plus appliquer son programme, mais du coup pour un personnage, pour une incarnation. Donc du coup, c'est là que vient aussi en jeu la communication, puisque justement là, on va créer un personnage autour du politique, donc on va essayer de le rendre plus attrayant, on va lui coller une image, une étiquette, c'est tout un travail grave, justement. Et c'est là que, oui, c'est ce qui est grave d'ailleurs, et c'est là que maintenant, nous communicants, on a un peu ce rôle-là, on est un peu les explorateurs de l'image, alors on est là avec notre sac à dos, nos outils à l'intérieur, et tous nos outils, on va sortir nos affiches. Alors là, il va falloir que l'Injuppé, il faut qu'il soit un peu plus Jones. Hollande est un peu trop mou, donc on va essayer d'inverser la tendance et de le rendre un peu plus, plus attirant, plus. C'est tout un jeu comme ça sur l'image en fait, finalement, et plus trop sur le fond, quoi. Ça va plus être de la forme que du fond. La communication qui aurait finalement gagné sur le programme, l'idée qu'il y a derrière. Loïc. C'est exactement ça, comme on a pu le voir avec Donald Trump. Dans tous ces meetings, c'était oui, on va construire un mur, envoyer tous les Mexicains chez eux, on va enfermer Hillary Clinton. Là, dans les récentes... Il est revenu sur tout ce qu'il avait dit. C'est exactement tout le contraire. Il dit finalement, on va pas faire un mur, on va mettre des grillages... Finalement, Hillary Clinton n'est pas si mauvaise, c'était une bonne adversaire. Il revient absolument sur tout. Et on remarque ainsi la grande différence entre savoir se faire élire et être élu. Ça pose entre la conquête et l'exercice du pouvoir. C'est exactement ça. Après, la conquête, c'est tout un rôle de communicant, où les communicants ont beaucoup de travail. Quand on arrive au pouvoir, c'est différent. C'est totalement de nouvelles fonctions. Et effectivement, on peut se poser des questions quant à la capacité du personnage récemment élu. Est-ce qu'il peut être encore autant mobilisateur après avoir été élu, justement, avec des pratiques communicantes? Alors on n'a pas... Oui, non, oui, Marc. Il y a beaucoup de bon sens dans ce que vous dites, mais en fait, vous critiquez quelque chose qui risquerait, in fine, de devenir votre bout de gras, si vous voulez. C'est ça qui est perturbant, c'est-à-dire que vous savez, en fait, que vous cachez, pas au sens complotiste, mais que vous voilez un peu la réalité parce qu'on sait très bien que c'est plus un combat d'idées, d'idéologie, de programme, etc., mais avant tout un combat d'image. Et je me dis, vous êtes très sympathique, mais je me dis, comment vous allez arriver à faire ça? Ça me paraît paradoxal. C'est-à-dire, comment conquérir c'est-à-dire qu'en fait, vous exprimez... Comment moralement vous le dites, en plus vous avez cette honnêteté de le dire, effectivement, c'est un combat d'image, pas d'idéologie, pas de programme, après quand on arrive c'est différent, et je me dis, avec toute la jeunesse, le bon sens que vous avez, et que nous avons aussi, comment vous pouvez arriver à faire ça? C'est notre vocation, c'est notre voie, on aime faire ça. On n'a pas vocation d'être des élus politiques ou quoi que ce soit. Sinon, dans notre master, il y a des étudiants qui sont très engagés et tout ce que vous voulez. Mais pour mon cas personnel, j'ai aucune affiliation politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la communication autour du politique. C'est pas les idées. Bon, après, bien sûr, c'est difficile de travailler pour des gens auxquels c'est ça aussi, voilà. les idées correspondent pas. Mais comme disait Gaspard Ganzer, qu'on a eu la chance de recevoir la semaine dernière dans notre master, qui est venu spécialement pour nous raconter un peu son histoire et son parcours, il disait que lui, il a eu des idées de gauche, de socialiste depuis son adolescence, et il disait que justement, ça serait très difficile pour lui de travailler pour un parti
d'opposition, parce qu'il ne se retrouvait pas dans ses idées. Donc effectivement, il y a tout ce métier de communicant qui est censé embellir l'image et tout ce que vous voulez, mais il y a aussi un fond qui doit rester en corrélation avec la personne avec laquelle on décide de communiquer. Bien entendu. Il y en a d'autres excusez-moi. Il y a d'autres intervenants sur la communication. Si vous avez suivi ou si vous suivez la pré-campagne présidentielle, que vous avez suivi les élections aux États-Unis, peut-être vous êtes-vous perdu dans cette guéguerre politico-médiatique, autrement dit celle qui semble opposer les politiques aux journalistes. Certains s'en amusent, d'autres sont consternés. Voilà, Hugo, aujourd'hui, le monde politique et journalistique les mondes politiques et journalistiques qui ont toujours été imbriqués, c'est-à-dire que il y a quand même beaucoup de femmes d'hommes politiques ou vice versa qui sont avec des journalistes et donc avec des politiques et donc d'autres avec les journalistes, vous avez compris. Voilà, aujourd'hui ces deux mondes se rencontrent régulièrement sur les plateaux de télé, dans la presse écrite. Est-ce qu'il évolue ce monde, Hugo ? C'est la question qu'on va se poser. C'est la question qu'on va se poser, évidemment. On pourrait peut-être commencer en analysant le rôle beaucoup plus intime que jouent les journalistes aujourd'hui avec les politiques. Alors, évidemment, on a en tête la nouvelle émission de Karine Le Marchand, mais ce n'est pas là que je voulais vous amener. Conversation prise... Ambition non, intime. c'est Ambition intime, pardon. Et tu pensais également au livre de... Mais moi, je pensais aux deux livres qui sont sortis, écrits tous deux à quatre mains. Le premier de Fabrice Lhomme et Gérard Davet, Un président ne devrait pas dire ça. Et l'autre, Karim Rissouli et Antonin André, qui ont donc fait paraître Conversation privée avec le président. Donc voilà, deux ouvrages de discussion entre journalistes et le président de la République. Est-ce que c'est la nouvelle manière de faire du journalisme ? Alors pour le livre des deux journalistes sur François Hollande, quel est le nom déjà ? Les deux sont sur François Hollande. Un président ne devrait pas dire ça, celui qui a fait beaucoup parler de lui, oui. C'est ça, celui qui faisait beaucoup parler. Alors effectivement, on notera que ce livre a été fait... il y avait une réunion entre ces journalistes et François Hollande tous les mois. Et François Hollande parlait un peu de son activité et ce qu'il faisait. Et on remarque aussi que les passages qui ont beaucoup parlé dans la presse, notamment sur les footballeurs, comme quoi ils étaient tous idiots, sur... l'autre c'était, si je me souviens bien, c'était sur... les magistrats. Et comme quoi François Hollande s'était vanté d'avoir tué des terroristes de Daesh, quelque chose comme ça. Ces éléments-là sont des petites phrases au milieu du bouquin. Sur l'ensemble du livre, le président n'est pas du tout dévalorisé ou il n'y a pas ce Hollande bashing sur l'ensemble du livre. Il y a juste quelques phrases un peu sorties de leur contexte qui ont encore fait baisser M. Hollande dans les sondages. Après, pour le livre de Karim Rissouli et de Antonin André, j'ai pas trop d'informations là-dessus. Il a fait moins parler aussi. C'est assez marrant d'ailleurs qu'un livre plombe de nouveau François Hollande, alors même qu'à l'ère du numérique, des réseaux sociaux, ce serait facile de se tirer une balle dans le pied. Il s'est fait piéger par un bouquin, finalement. Oui, mais bon, en même temps, il a un peu cherché, vu que c'est lui qui a autorisé et qui a presque encouragé. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit publié à ce moment-là, quand même. C'est vrai qu'il y a eu une petite polémique à ce niveau-là. Nikita ? Mais est-ce que ça va vraiment le plomber ? Puisque au final, il redescend dans les sondages. Là, on va l'appeler Monsieur 4%. Avant, on l'appelait Monsieur 3%, il a quand même gagné. Donc au final, est-ce que ça fait pas un peu le buzz ? Et puis, justement, ça va. On reparle de lui. Ça fait... Ça va peut-être pas faire le temps lui desservir que ça. Oui, et puis un François Fillon qui était un petit peu au bout du rouleau durant le quinquennat avec Nicolas Sarkozy, qui était son collaborateur, qui avait annoncé une France en faillite et qui aujourd'hui semble provoquer une certaine adhésion, bien entendu. Il y a d'autres tendances au niveau journalistique, Hugo, notamment le fact-checking, c'est-à-dire le fait de vérifier les informations transmises. On a ça un petit peu dans toutes les émissions politiques aujourd'hui, même dans le journal de 20h, parfois, où on vérifie ce qu'a dit un tel pour vérifier la véracité de ce qui est dit. Peut-être d'ailleurs y aura-t-il une séquence comme ça dans le débat de ce soir de l'entre-deux tours sur les chaînes TF1 et France 2 notamment. Voilà, c'est cette nouveauté qui semble être finalement la nouvelle manière de faire du journalisme. Oui, il y a pas mal notamment de data journalisme, donc le journalisme qui s'appuie sur les données et sur les chiffres, voir si les chiffres notamment que donnent les candidats sont véridiques. Justement, moi je voulais vous faire réagir là-dessus.
mise en comparaison avec les réseaux sociaux, parce qu'on sait que les politiques sont friands des petites déclarations, notamment sur les réseaux sociaux, et que Donald Trump l'a utilisé, en parlant de Twitter, assez largement pour déclarer des choses plus ou moins vraies. Est-ce que le data journalisme et le fact-checking est une manière de lutter contre cette tribune largement ouverte aux politiques ? Alors, oui, c'est forcément un moyen de vérifier dans l'immédiateté les informations dites lors de débats ou autres. Mais après, il y a aussi les limites de la vérification de ces informations. Par exemple, quand certains élus disent oui, il y a 85 milliards d'euros d'évasion fiscale par an. Alors, c'est pas exactement ça, on peut pas vraiment savoir non plus. On estime entre 60 et 80 milliards, il me semble. Donc il y a forcément une vérification qui se fait tout de suite après, mais on constate aussi que cette vérification a ses limites. Alors certes, ça peut être un argument pour décrédibiliser une personnalité politique qu'on a en face de soi, mais en soi, on peut aussi se demander si le data journalisme a aussi certaines limites. Alors d'ailleurs, ça me fait penser que le matin sur France Info, notamment, il y a une chronique de vérification, et c'est vrai qu'il arrive, je sais pas, ça dure 2 minutes, et il arrive assez régulièrement que quand on l'écoute et qu'on écoute vraiment ce que dit le journaliste qui reprend les éléments, des fois on sent que le gars a été à court d'idées dans ce qu'il voulait vérifier finalement, et il passe d'ailleurs plus de temps dans ses chroniques à dire que les chiffres sont pas forcément les mêmes, que c'est assez difficile. Quand il s'agit de comparer avec un pays européen, la plupart du temps on nous dit oui mais bon, c'est pas forcément les mêmes niveaux, donc il faut comparer en pourcentage, et puis c'est pas forcément les mêmes manières de calculer. Pareil sur le chômage par exemple, on sait que il y a les chiffres de Pôle emploi, il y a les chiffres de l'INSEE, et qu'entre les deux il y a parfois une différence parce qu'ils n'évaluent pas exactement le même phénomène. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que on peut aussi remettre en question cela, Hugo. Oui, mais c'est aussi intéressant pour eux, en tant que data journaliste, ou peu importe comment on veut bien les nommer, de rappeler la limite des chiffres, les chiffres qui sont largement utilisés par les politiques, et de rappeler, ne serait-ce que la limite de ceci est important. Et puis, il n'y a pas, dans le fact-checking, il n'y a pas seulement que les données, il y a aussi les faits, je ne sais pas, notamment des lois ou des choses comme ça, ou des réalités on a la mémoire courte. Oui, on a la mémoire courte, et c'est vrai que c'est bien de parfois pouvoir vérifier et apporter une contradiction de ce qui a été dit. Oui, Nikita. Aussi, un des problèmes avec les chiffres, c'est que c'est un peu, ça discrimine un peu la population, dans le sens où on n'a pas tous les mêmes moyens d'accéder à ces chiffres, et on est un peu obligé d'écouter ce que disent les journalistes ou les politiques, sans vraiment pouvoir avoir un moyen de vérification fiable de ces chiffres. Donc c'est un peu aussi... C'est-à-dire que les journalistes, comme des économistes, les gros tableaux d'économie, généralement, c'est très compliqué à choper l'information qui va pouvoir vous permettre d'avoir un propos. Vous êtes obligé de condenser, donc effectivement, en condensant, on prend des indicateurs et pas d'autres, et puis du coup, celui qui dit que c'est vrai ou que c'est pas vrai, va dire, non, en fonction de ça, c'est pas vrai. C'est comme quand on calcule le PIB, c'est-à-dire que oui, alors les États-Unis peuvent être devant, si on calcule ça en fonction de ce qu'on peut faire avec l'argent, donc la parité en pouvoir d'achat, la Chine est devant. Donc là, effectivement, vous avez plusieurs moyens, mais ça rejoint le problème de la statistique en règle générale, parce que selon la façon dont vous prenez votre chiffre, vous pouvez avoir deux vérités. C'est pour ça que la véracité au sens noble du terme est très difficile à choper, parce que par exemple, je prends un exemple simple, s'il y en a qui vont dire que par exemple, la faim dans le monde diminue, alors on va dire oui c'est vrai, mais à quel point de vue statistiquement, oui, la part est moins importante. Par contre, en termes de chiffres, on a plus de gens qui meurent. Enfin, je te donne des exemples simples. Donc, tout le jeu est là, si vous voulez, à se battre un petit peu. Mais les politiques la cherchent aussi, cette situation, parce qu'on voit bien que les interviews, les questions sont préparées à l'avance, on le sait. On ne peut pas arriver, même le plus grand érudit du monde ne peut pas arriver à un plateau télé et sortir une succession de 15 données sur un thème. Et pour chaque thème, il y aura des données. C'est quasi impossible, si bien que des fois, ils se plantent. Mais ils cherchent aussi ça. C'est celui qui aura le meilleur chiffre à donner, et en fait le propos maintenant ne s'arrête pas forcément à ce que vous allez faire avec ces chiffres, mais plutôt à celui qui va connaître le plus de chiffres, et c'est à mon avis assez grave. Il y a de plus en plus de journalistes grâce à Internet aujourd'hui, Hugo, et notamment un autre Hugo qui a lancé sa chaîne Hugo Décrypte, et qui reçoit qui se paye le luxe de recevoir des hommes politiques finalement. Alors il a reçu 4 des 7 candidats à la primaire de la droite et du centre. Il n'a pas reçu François Fillon ni Alain Juppé, qui seront au second tour, ni même Nicolas Sarkozy, mais il a reçu les 4 autres. Bruno Le Maire,
la NKM, pardon, Jean-François Copé et Jean-Frédéric Poisson. Jean-Frédéric Poisson, là on y va. Et donc voilà, il s'est payé le luxe, comme tu disais, d'avoir ces personnalités politiques pendant une demi-heure en interview sur Internet. Est-ce que ça aussi, ça peut être intéressant à analyser, notamment pour capter les jeunes, parce que Hugo Travers, il a 19 ans seulement. Il a 19 ans interviewé des journalistes, des hommes politiques. Comme ça, révélateur. Oui, comme un journaliste, c'est assez prometteur. Ça les rend aussi beaucoup plus abordables et un jeune va pas forcément poser les mêmes questions et pas de la même manière qu'un journaliste ou quelqu'un de vraiment plus formaté sur la question. Donc c'est aussi plus abordable pour les jeunes à regarder que de voir des vieux journalistes avec des questions un peu techniques, un peu barbantes. On lance l'invitation au futur gagnant de l'élection de la primaire s'il veut venir un politiquement incorrect, il n'y a pas de souci. mais pour vous, comment vous situerez en tant que communicant? Comment vous conseilleriez l'homme politique face à ce nouveau journaliste et à ce nouveau public-là, et à ce nouveau média aussi qu'est YouTube? Ça c'est une question très personnelle, il n'y a pas de vérité absolue. Oui, mais en tant que communicant, comment vous l'aborderiez, ce rendez-vous? Je pense que c'est une opportunité à saisir. On rejoint un peu l'idée qu'on disait tout à l'heure sur les nouveaux réseaux sociaux, avec Snapchat et Instagram. Donc là, c'est dans la continuité. YouTube, maintenant, c'est devenu la plateforme la plus regardée au monde. Forcément, on sait qu'il y a beaucoup de personnalités, de people qui ont émergé de YouTube. Parce que Norman fait des vidéos, John Phoenix et compagnie. Donc évidemment, c'est un nouveau terrain pour les politiques. Et c'est aussi un moyen de communiquer comme un autre, en quelque sorte. Parce qu'il y a l'image, il y a le son, il y a le discours politique. Donc effectivement, c'est un terrain à aller à visiter. Après, recevoir des hommes politiques quand on n'a que 19 ans, certes, le Hugo en question est très... il fait des bonnes choses, il n'y a rien à dire. Mais effectivement, on peut aussi se poser les questions sur la limite de son discours et qu'est-ce qu'il souhaite vraiment démontrer au final. Est-ce que c'est pas les lubies d'un adolescent, de jeunes adultes finalement, auxquels se sont prêtés les politiques? C'est un peu la question que tu soulèves. C'est ça. On peut voir, est-ce que c'est pas aussi une façon pour lui de se faire connaître en faisant quelque chose de nouveau, parce qu'il y a aussi cette recherche de la nouveauté qui est constante, notamment aujourd'hui, donc il faut se démarquer aussi pour les médias et faire en quelque sorte le buzz. On a beaucoup parlé tout à l'heure de la présidentielle à venir. Rappelons quand même que le CSA a décidé de changer les règles et de faire désormais en sorte de favoriser l'équité des candidats, c'est-à-dire de représenter finalement le poids des partis dans les débats qui auront lieu dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, plutôt que l'égalité du temps de parole qui était jusqu'à présent mise en œuvre. C'est vrai que ça, là aussi, pour les candidats, je dirais, moins représentés, ça va être un sacré boulot pour les communicants qui jusqu'à présent n'avaient qu'à briefer leurs candidats, puisque de toute façon tout le monde était à égalité finalement. Effectivement, on peut se demander si c'est pas la mort des petits partis qui seront forcément sous-représentés, déjà qui sont pas forcément mis en avant dans les médias. On parle des trois grands principaux, FN, UMP et PS. Effectivement, on attend de voir comment ça va se passer pour ces petits partis. Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire pour rattraper le retard qu'ils ont sur les gros partis? Quelles vont être leurs stratégies? Est-ce qu'ils vont devoir faire le buzz? On ne sait pas. On verra bien, en tout cas, ce sera certainement une des réponses de la campagne à venir. On a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux et aussi également de l'évolution de la vie politique et comment communiquer aujourd'hui, notamment avec cette émission de Karine Le Marchand qui va un petit peu dans les coulisses de la vie des hommes politiques. Hugo, pipolisation de la politique également, cette pipolisation met-elle en danger finalement la démocratie ? Oui, c'est la question qu'on a envie de vous poser, notamment sur, encore une fois, le rôle de la télévision d'une part, mais aussi des réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas ça qui va aggraver la pipolisation et peut-être tuer la politique? La larme à l'œil?
Ah oui, du coup, c'est ça, on va plus encore jouer sur l'image plutôt que sur donc la forme et plutôt que le fond. C'est ce qu'on voit avec le footing du président, avec le chien de François Hollande, avec tout ça, c'est de la pipolisation. Et on rassure, c'est pas le footing de François Hollande, c'était le footing de Nicolas Sarkozy. De Nicolas Sarkozy, pareil. Voilà, c'est tout un tas d'histoires qu'on va créer et voilà, on va pipoliser, pareil avec Macron et Brigitte Macron. Voilà, on parle quasiment que d'eux, donc c'est ça, on va créer une histoire autour de nos candidats. Et François Hollande avec son casque, Nicolas Sarkozy qui envoie des textos à Carla Bruni par exemple. Oui. Mais c'est pas un phénomène aussi récent qu'on peut le penser. On remarque aussi avec François Mitterrand quand il faisait son pèlerinage au Solutré, dans sa montagne, où c'était un événement qui était surmédiatisé, ça faisait partie de son rituel, chaque année il y allait. Donc il y avait ce début de pipolisation qui a commencé il y a très longtemps, mais on en parle beaucoup plus maintenant, à l'ère du numérique et de l'immédiateté. Donc forcément, ça a un impact plus fort dans les médias et dans les réseaux sociaux. On a effleuré tout à l'heure cette question. Est-ce que finalement, la politique existe toujours ou est-ce qu'aujourd'hui on fait que de la com ? C'est une vaste question. Évidemment, parce que quand on sait qu'aujourd'hui la plupart des hommes politiques proposent des choses qu'ils ne tiendront pas forcément, on le voit d'ailleurs que ce soit en France ou aux États-Unis avec Donald Trump qui est revenu quand même sur une grande partie de ce qu'il avait annoncé durant la campagne. Effectivement, oui, on peut se poser cette question. Néanmoins, il faut quand même un minimum d'idées politiques pour rassembler des gens. On peut le voir par exemple avec le débat des primaires où François Fillon a une ligne directive assez traditionnelle. Contrairement à Alain Juppé, qui lui est peut-être un peu plus progressif et ouvert. Donc il y a aussi, et dans la communication, ils incarnent ces personnages. François Fillon est assez réservé, il est assez moqué là-dessus. Dans le quotidien de Yann Barthès, il est moqué toutes les semaines en disant que c'est un personnage lugubre qui sourit jamais. Mais c'est d'ailleurs étonnant quand on le décrit de cette manière-là de se rendre compte qu'il a remporté le premier tour de l'élection de la primaire en tout cas. C'est ça. Et on peut penser qu'il a misé là-dessus, sur ce personnage qui s'est construit depuis des années, de personnage sérieux, en retrait, ayant des valeurs qui n'ont pas changé, contrairement à différents candidats qui, en fonction du moment, préfèrent se donner un nouvel aspect, notamment Bruno Le Maire qui essaie de... il avait vu que les gens en avaient un peu marre de cette politique, cette alternance gauche-droite, et lui essaie de se démarquer un peu. Le renouveau, c'est Bruno. Le renouveau, c'est Bruno, en mettant pas de cravate pour faire ses présentations télé ou autres. Donc, effectivement, une façon de se démarquer. Hugo ? Oui, vous parliez tout à l'heure de François Mitterrand. Moi, j'aimerais remonter un peu plus loin dans le temps et imaginer avec vous ce que ça donnerait Charles de Gaulle, le président de l'ERTF quand même, sur Twitter. Est-ce que vous avez une petite idée comme ça de la communication de Charles de Gaulle en 2016 ou en 2017 ? Est-ce que ça pourrait le faire ? Comment on pourrait adapter cela ? On a très bien connu Charles de Gaulle. Super bizarre comme question. C'est un peu lugubre pour le coup. Avec la voix, on nous demande bien. Avec la voix. Faire une petite imitation. Il était très à l'aise dans tout ce qui est communication. Mais est-ce que c'était pas parce il n'avait pas besoin de communiquer comme on le fait maintenant. Il y avait des idées en place et puis c'était pas la même période non plus. On sortait quand même. Mais justement, c'était peut-être pas parce que il y avait pas de médias, pas énormément de médias face à lui, une seule chaîne de télévision, il n'y avait pas Internet. Est-ce que ça n'aide pas quand même un président à rester en place ? Peut-être aussi, oui. Maintenant, il faut s'adapter avec les nouvelles techniques. On a une surmédiatisation, on a beaucoup d'outils médiatiques. Avant, on n'avait pas tout ça, donc fallait jouer que sur... plus sur les idées qu'autre chose, et du coup, on avait des espèces de débats, mais c'était pas... c'était pas télévisé, c'était pas pareil, quoi. Fallait vraiment présenter les idées et trouver de bonnes idées pour redresser la France. Maintenant, bon. Le général de Gaulle avait aussi, pour sa réélection de 1965, face à François Mitterrand, il avait gagné, son score c'était 55%. Donc il y avait quand même 45% des voix qui étaient pour François Mitterrand. Donc effectivement, il n'a pas écrasé non plus son concurrent direct, même s'il était omniprésent dans la plupart des médias, par lesquels François Mitterrand avait une place plus minoritaire. Mais on voit effectivement que c'est pas parce que il était plus présent dans ces médias qu'il a écrasé sa concurrence.
On va aborder dorénavant le dernier chapitre de cette émission, Hugo, et on va parler, à travers peut-être l'impopularité de François Hollande qu'on a déjà évoqué depuis tout à l'heure, les propositions qu'aujourd'hui, concrètement, vous pourriez être amené à faire dans le métier dans les métiers de la communication. Comment aujourd'hui, tiens, par exemple, si on est... alors peut-être vous en a-t-il parlé, j'en sais rien, peut-être n'avez-vous pas le droit de dire ce qu'il vous a dit, mais le fameux Gaspard Gonzer, je ne sais plus. Ganzer. Voilà. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut faire redresser la pente à François Hollande si on considère qu'il a quand même, voilà, quand on interroge les gens au téléphone, dans les instituts de sondage, une impopularité dite record. Ah, effectivement, ça relève du challenge. Et si vous avez la recette, je pense que Gaspard Ganzer sera très heureux de l'avoir aussi. Il part avec une popularité très basse, mais il a déjà démontré que malgré des scores très bas, il peut quand même se faire élire. À la primaire de la gauche, en 2011, il était à 3%, comme l'a rappelé Nikita. Il a gagné la primaire et il a gagné la présidentielle. Donc il y a aussi ce jeu de l'inattendu. Un certain suspense, et effectivement rien n'est joué. On ne sait pas, l'élection est dans 8 mois, l'élection présidentielle, d'ici là il peut se passer quelque chose. Nikita. Après, sur François Hollande, sur son image, on a pas mal joué sur le côté homme normal, président normal. Donc si d'un coup on changeait cette image du président, je pense que ça nous paraîtrait un peu bizarre et tellement surjoué, tellement fake que non, ça marcherait pas. Donc est-ce qu'on peut vraiment changer son image, peut-être l'empêcher de faire des bourdes, et encore c'est ce qui le rend un peu sympathique. Donc au final effectivement, la construction d'une image, c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs années. C'est pas en quelques mois, en quelques semaines que les électeurs, les futurs électeurs vont changer l'opinion qu'ils ont d'un personnage. On peut penser notamment à Jacques Chirac qui au début quand il était Premier ministre de Mitterrand, il avait une image assez négative. Il était aussi très actif, un peu comme Nicolas Sarkozy. Et cette image d'homme très sage et très tranquille s'est construite sur des années. Et il y a quand même une fascination pour Jacques Chirac, qui est devenu un personnage très sympathique, proche des citoyens, etc. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Non. Qu'est-ce qu'on retrouve dans vos cours aujourd'hui à l'UPEC, je vais y arriver, comme type de cours qui vous permettent demain de pouvoir justement accompagner les hommes politiques, les entreprises, les collectivités? Qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans ce master? On a donc plusieurs types de cours, donc à la fois théoriques et pratiques. Sur les cours pratiques, on va avoir des cours d'outils type Photoshop, InDesign, pour créer des affiches, des tracts. Le visuel, voilà. Et après, on va avoir des cours beaucoup plus théoriques, du style marketing électoral, où là ça va vraiment être plus, on va aller plus dans le fond au final, et aussi des cours de théorie de la communication politique, parce que on est quand même en M1, on vient pas tous d'ailleurs de la communication en licence, on n'a pas tous fait communication, donc du coup il faut quand même remettre des bases. C'est vrai que le premier semestre est très théorique. Très souvent en master, oui. C'est ça. Donc là on va beaucoup parler des théories des grands théoriciens de la communication, donc on a évoqué Pierre Bourdieu tout à l'heure. L'école de Palo Alto, l'école de Francfort. Donc c'est un premier semestre très théorique qui pose les bases de ce qui va constituer le métier de communicant plus tard. On a aussi par ailleurs, puisqu'on est dans les cours, on a un cours de droit de la communication, donc l'aspect juridique est aussi très important. Après on a aussi des cours sur tout ce qui est les types d'actions de la communication. Donc on a sur l'action collective, comment des mouvements se sont créés, comment ils ont communiqué. On a aussi d'autres cours sur le discours aussi. Sur le discours, le cours de linguistique, donc l'analyse du discours qui est aussi très important. Tous ces outils du métier de communicant sont abordés dans le cours. Hugo. Oui, et sur les enseignants en eux-mêmes, ce sont des universitaires, des professionnels, comment ça se passe? Comment ça se répartit? Il y a de tout justement, on a des thésards, ceux qui ont fait une thèse, on a des professionnels, donc eux donc ils sont pas issus de la recherche forcément, ça va être justement des directeurs de communication, on va avoir des intervenants aussi souvent qui vont venir, mais qui vont venir une fois, donc ça va être plutôt des professionnels, oui. C'est assez diversifié quand même. C'est ce qui fait la force de ce master, c'est qu'il y a c'est un master pro d'ailleurs. Ça.
un master plus professionnalisant qu'un master où à la fin il faut faire un mémoire. C'est assez large parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des thèses et à l'inverse on retrouve des gens qui sont vraiment dans le cœur du métier et qui nous apportent leurs expériences. Et c'est ça qui est très intéressant de voir, ces deux aspects, l'aspect théorique, l'aspect pratique, qui ensemble font une bonne formation. Donc si je comprends bien, avec tout ça, tous ces petits ingrédients, vous allez avoir un très beau métier à la fin du compte. On l'espère. On l'espère. En tout cas, beaucoup d'anciens sont maintenant soit des grands communicants, soit commencent à devenir des communicants. Ils sont sur la bonne voie. Ils sont sur la bonne voie. On a beaucoup d'anciens, notamment sur le Blanc-Ménil. Je sais pas si je peux citer des noms, mais Nicolas Rondepierre, par exemple, Sophia Barry, tout ça, ça devient des communicants quand même dans certains partis, dans certaines mairies, qui peuvent devenir après plus importants. Ouais. C'est un secteur qui recrute ou c'est plus difficile que ça? Plus compliqué que de dire que ça recrute facilement ou on se fait une place facilement ou pas? Effectivement, il y a... Après, chaque profil étant différent, bien entendu. Et chaque organisme public a désormais besoin d'un communicant. Ça serait devenu invraisemblable que un élu, un organisme public, même une association ou quelque chose dans le genre n'ait pas un communicant. C'est un peu comme le comptable. Toute entreprise a besoin d'un comptable. Et bien dans les organismes publics, notamment, on a besoin d'un communicant aujourd'hui. Ça, et puis c'est un vrai raz-de-marée de la communication maintenant avec toutes les nouvelles techniques. Donc je pense qu'on devrait pouvoir faire notre place. On se fait pas beaucoup de soucis pour notre avenir, trouver un emploi. Avec le marketing territorial aussi qui se développe et l'idée de promouvoir toutes les collectivités et chaque lieu pour faire venir, que ce soit en tourisme personnel ou en tourisme professionnel aussi, évidemment. Hugo? Non, c'est de dire simplement que ces conseillers en communication vont peu à peu, j'ai l'impression, remplacer les anciens conseillers en politique. C'est un peu les deux, hein. On est un peu les deux au final. D'accord. C'est le conseiller politique plus. C'est ça. Plus accès communication du coup. Je pense qu'il faut jouer les deux rôles, oui. D'accord. Donc personne n'a à se méfier de votre arrivée. Non. Ils n'ont pas répondu. Ils ont ri, je pense. C'est une technique de communicant. C'est la fin de ce premier numéro de Descartes en main. Merci à vous, Nikita et Loïc, d'être venus ce soir. Eh bien, n'hésitez pas en tout cas à revenir si vous avez d'autres sujets à aborder, plaisir. Ou vos camarades, ou vos enseignants, bien sûr. Merci à mes compères Marc et Hugo d'avoir été là ce soir. On vous rappelle que vous pouvez suivre l'ensemble des programmes de Radio Rec sur le site radio-rec.fr. Je pense à Cinebdo qui a repris le vendredi et vous pouvez aussi retrouver les podcasts de Tête d'Ampoule dès le lundi soir sur Radio Rec. Donc n'hésitez pas, radio-rec.fr. On vous rappelle le débat de ce soir si vous nous suivez en direct avec François Fillon et Alain Juppé. N'hésitez pas à le regarder à l'aube de ce qu'on vient de dire. Finalement, c'est intéressant. À l'aune, pardon, de ce qu'on vient de dire, c'est intéressant d'écouter ce débat. De ce qu'on vient de dire. Voilà. Vous pouvez nous retrouver, réagir et poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et vous retrouverez tous les programmes, je l'ai déjà dit, sur radio-rec.fr, mais vu que c'est écrit, je le redis. À bientôt, bonsoir, bisous. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Partagez l'émission sur Facebook et Twitter. Retrouvez-nous sur YouTube.